Alors, Madame la sous-préfète, Monsieur le commissaire à la lutte contre la pauvreté, cher Rodolphe, Monsieur le président de Convergence, cher Jacques Desproges, Monsieur le directeur, cher Rémi, Monsieur le directeur général d'Emmaüs France, cher Jean-François, Madame la directrice de la FAS, chère Nathalie, Madame l'adjointe à la maire de Paris, je vous cherchais, Mesdames et Messieurs, chers amis. Alors, je vais ouvrir tout de suite une petite parenthèse avant de commencer mon discours parce que j'ai entendu le message de Nathalie et puis Rémi m'avait aussi parlé avant que j'arrive. Je crois que des propos que j'ai prononcés hier devant des journalistes vous ont heurté. C'était absolument pas mon intention. D'abord parce que ces propos ne vous concernaient pas directement. J'étais face à des acteurs du secteur médico-social. On parlait de la politique salariale dans ces établissements. On parlait de personnel administratif et technique. D'ailleurs, j'ai dit qu'il était légitime qu'ils aient des aspirations à une politique salariale plus dynamique au regard de l'impact, de l'intérêt de leur métier dans ces établissements, mais que je m'étonnais que systématiquement dans cette discussion, on se tourne vers l'État et j'ai donc demandé aux employeurs, aux autres financeurs aussi de prendre leurs responsabilités pour pouvoir adresser ces problématiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et voilà, je suis bien placé pour le savoir, je connais parfaitement la réalité de vos métiers, ayant été, je n'ai pas oublié d'où je venais, hein. J'ai été nommé ministre il y a 2 mois après avoir passé 11 ans à la Croix-Rouge française, dont 6 ans comme directeur général. Je sais ce que c'est que la réalité de vos métiers. Je connais le niveau de vos rémunérations, je connais voilà, ces réalités-là. Je sais aussi ce qu'a produit la méthode Ségur sur vos métiers, sur vos établissements, les tensions entre les collègues d'un même établissement qui travaillent dans des filières ou sur des métiers extrêmement différents. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de tourner la page de ça. C'est-à-dire que je pense que la méthode qui a été employée n'est pas une bonne méthode. On a fait croire d'ailleurs que voilà, cette méthode Ségur, elle pouvait s'étendre indéfiniment à l'ensemble du secteur. Je rappelle quand même que l'État a investi 12 milliards d'euros hein, dans ce Ségur, dans le cadre d'une réponse à une situation d'urgence, enfin critique, qui est devenue critique parce qu'il y a eu la crise sanitaire. La question de l'attractivité des métiers, elle est beaucoup plus ancienne que ça. Et que donc il faut qu'aujourd'hui, on arrive à reposer cette question de l'attractivité des métiers, tant sur la question salariale que sur tous les autres champs qui font l'attractivité de ces métiers, de façon beaucoup plus globale. Je suis voilà, étonné aujourd'hui en tant que ministre de voir que chaque filière s'est organisée sur cette question de l'attractivité des métiers et qu'on n'a pas une approche globale. Moi, en tant que ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, je vois que c'est un sujet qui concerne l'ensemble des métiers du champ du soin, de l'accompagnement, des métiers socio-éducatifs. Et donc, on doit le traiter aussi de façon transversale. Donc, mon propos n'était pas de dire que c'est fini et qu'on a épuisé tous les sujets liés à l'attractivité des métiers, encore une fois, tant du niveau salarial que du niveau des carrières et de tous les autres éléments qui concourent à cette attractivité, mais qu'il fallait qu'on passe dans un autre temps, dans une autre méthode, voilà, c'est un sujet majeur pour moi, d'urgence, et je l'ai dit et je l'ai redit. Alors, on entend en général ce qu'on veut bien entendre, mais que c'était un sujet majeur et que je ne saurais pas transformer les politiques publiques qui m'ont été confiées, je ne saurais pas porter les projets qui m'ont été confiés, répondre aux promesses du président de la République, si derrière, j'ai pas eh bien, toutes ces femmes et ces hommes engagés, ceux que vous êtes, pour les porter, les mettre en œuvre au quotidien, aux côtés de ces personnes. Donc encore une fois, ce sujet n'est pas épuisé, on va continuer à le travailler ensemble, mais pas dans ce cadre et pas dans la méthode qui a été employée jusqu'à présent, dans le Ségur qui a conduit à, encore une fois, à toutes ces oppositions entre les uns et les autres et entre les différentes filières et les différents métiers. Après, je ne vous fais pas de promesses, je ne dis pas non plus que
Voilà, on va raser gratis, et a fortiori parce que votre secteur, comme vous le savez, il est financé, il est piloté par le ministère du Travail, et donc on va travailler évidemment main dans la main avec Olivier Dussopt sur ces questions, mais que voilà, je ne m'avancerai pas à sa place. Voilà. Je tenais à apporter ce petit éclairage. Alors sans transition, je vais revenir au sujet pour lequel je voulais évidemment parler aujourd'hui. J'ai été séduit par une phrase, un mot de la docteure Sylvie Kiesmanzuka, qui est citée dans le rapport d'évaluation du programme Premières Heures en chantier, que vous avez fait réaliser. Il ne peut y avoir de résilience sans rêverie d'avenir. Et ce rapport, j'en ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt, et cette phrase, je crois, elle dit beaucoup de l'action que vous menez et des bénéfices qu'elle apporte aux personnes que vous accompagnez. Je pense qu'il n'y a pas d'insertion sans projection dans l'avenir, il n'y a pas de projection dans un futur, sans projection, pardon, dans un futur désirable. Au préalable, il y a donc cette part de rêve, et je crois en cette part de rêve. Je crois profondément que l'activité peut être ce levier de remobilisation des personnes qui leur permet de retrouver l'estime d'eux-mêmes. C'est bien là, j'en suis convaincu, le préalable à toute insertion durable. Je crois à cette démarche de l'activité d'abord, qui, de la même manière que celle du logement d'abord, fait le pari de s'appuyer sur les compétences des individus, présomption de compétences, et sur la qualité de l'accompagnement qui leur est proposé, et qui ne considère pas a priori que tel ou tel serait définitivement inemployable ou, comme il pourrait être, irrelogeable. Et je suis également convaincu que nous avons besoin de preuves de réussite sur la base desquelles construire, que nous devons par conséquent nous appuyer sur des initiatives comme les vôtres, de celles qui prouvent que quand on développe une méthodologie appropriée, eh bien ça marche. Merci donc à vous et à l'ensemble des salariés de l'association pour l'action que vous menez, initiée il y a 10 ans maintenant par Emmaüs Défi. Merci aussi à l'ensemble des services de l'État et aux collectivités territoriales mobilisées pour la réussite de ce projet. Je pense à la ville de Paris, où ce projet est né, mais aussi à l'ensemble des collectivités qui soutiennent aujourd'hui le projet dans les Hauts-de-France, où il a grandi. L'organisation de cette rencontre, ici, en Terre du Nord, n'est d'ailleurs pas un hasard, et je sais qu'elle est ici la mobilisation toujours renouvelée de l'ensemble des acteurs en faveur de l'insertion. C'est donc tout naturellement qu'avec mon collègue Olivier Dussopt, nous avons souhaité, et je vous l'annonce aujourd'hui, que le ministère des Solidarités et celui du Travail et du Plein Emploi et de l'Insertion soient à nouveau à vos côtés pour l'année 2023, pour vous accompagner dans la croissance de vos activités. Je sais aussi que vous avez besoin de visibilité au-delà de 2023 et j'en ai parfaitement conscience. On poursuivra évidemment ce travail pour vous donner ces perspectives et je n'en doute pas que nous y parviendrons bientôt. En tout cas, je crois profondément dans ce projet. Vous le savez, on s'est rencontrés dès le mois de juillet et je tiens vraiment à m'y impliquer et à vous soutenir. Vous le savez, il y a encore quelques semaines, je vous l'ai dit, j'étais directeur général de la Croix-Rouge française et je sais quelle est la réalité de la vie d'une association. Cette connaissance intime des sujets m'aide grandement à mener à bien mes fonctions ministérielles. Aujourd'hui, le ministère qui m'a d'ailleurs été confié est en effet celui des solidarités concrètes, ce qui signifie que j'ai à cœur d'aborder les sujets qui préoccupent nos concitoyens les uns après les autres et d'y apporter des réponses très opérationnelles. Ça signifie également que je crois à la co-construction des solutions, avec vous, acteurs associatifs, comme avec les élus locaux, les services déconcentrés, les entreprises, ou encore avec les personnes accompagnées elles-mêmes. Le ministère qui m'a été confié est aussi celui de toutes les vulnérabilités, du premier au dernier jour de nos vies. Je souhaite que nous passions d'une approche cloisonnée des politiques de solidarité à une vision la plus transverse possible, c'est-à-dire interministérielle. La personne ne se divise pas plus que ses problématiques, et c'est à nous de nous adapter à elles et non l'inverse. Je remercie le Président de la République et la Première ministre d'avoir consacré aux solidarités, à l'autonomie et aux personnes handicapées un ministère de plein exercice. Pour les Français, c'est un détail, mais c'est en réalité, vous le savez,
l'opportunité de porter haut la parole de ceux qu'on n'entend que trop rarement, et ces sujets dans l'agenda politique en bonne articulation avec mes collègues du gouvernement. En matière de lutte contre la pauvreté, comme dans les autres champs de mon ministère, nous devons en effet répondre à une double urgence. L'urgence du quotidien, protéger nos concitoyens les plus vulnérables face aux crises, qu'elles soient économiques, climatiques ou sociales. Et puis, il y a l'urgence d'anticiper des réformes structurelles pour préparer la société aux grandes transitions démographiques, écologiques et solidaires. Et c'est maintenant qu'il faut se préparer à 2030. Nous devons ainsi nous inscrire à la fois dans le temps long des grandes transitions et dans le temps court, voire immédiat, du temps vécu par nos concitoyens les plus fragiles. Le temps court, nous nous y sommes attelés dès les premiers jours de ce quinquennat, avec la revalorisation des prestations sociales, 4% dès le mois de juillet, avec l'allocation exceptionnelle de solidarité, 100 € par ménage, complétée de 50 € par enfant, qui a été versée la semaine dernière à 11 millions de foyers, ou encore avec le bouclier tarifaire sur l'électricité et le gaz, ainsi qu'avec le chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 €. Nous continuerons évidemment à agir dans les mois qui viennent pour protéger les plus fragiles des temps troublés que nous traversons. Et à ce sujet, je vous l'ai dit effectivement lundi, lorsque j'ai reçu l'ensemble des acteurs de la solidarité, je serai extrêmement attentif à l'évolution de la situation et à observer les phénomènes de basculement dans la précarité, dans la pauvreté, pour pouvoir apporter en temps réel des solutions adaptées à cette situation. Au-delà de l'urgence, on doit aussi s'atteler à transformer notre modèle social pour qu'il réduise structurellement et durablement la pauvreté. Je suis prêt à prendre dans la prochaine stratégie des objectifs très clairs en matière de réduction de la pauvreté. Ce sont ainsi 3 axes stratégiques qui doivent, pour moi, structurer notre action. Le premier, c'est la prévention de la pauvreté, qui confirmera et approfondira l'ambition de 2018 d'investissement social en faveur de la lutte contre les inégalités de destin et l'accès aux droits. Ce sera tout l'enjeu du chantier du service universel d'accueil du jeune enfant que nous lançons, ou de l'action renforcée en faveur des familles monoparentales, dont nous allons revaloriser par exemple l'allocation de soutien familial de 50% dès le mois de novembre prochain. Deuxième axe, celui de l'attention renforcée aux plus vulnérables. Je pense que c'était vraiment un des écueils importants de la précédente stratégie, et donc la lutte contre la grande exclusion, afin de conjuguer l'ambition de long terme dans laquelle s'inscrit l'investissement social et la réponse aux besoins immédiats des plus fragiles. Je souhaite ainsi que le chantier de solidarité à la source, qui permettra de réduire très fortement le non-recours aux prestations, intègre en son sein un volet spécifique pour aller vers ceux qui sont les plus éloignés de leurs droits. Cela passera notamment par le lancement d'une expérimentation territoire zéro non-recours dès l'année prochaine pour mobiliser les acteurs locaux au service de cet objectif. Le troisième terme clé, c'est bien évidemment celui de la transition écologique et solidaire. Elle est au cœur de mes préoccupations et de celles de l'ensemble du gouvernement. Nous devons en faire un levier de lutte contre la pauvreté qui permette de réduire les dépenses contraintes des ménages en matière d'alimentation, de mobilité ou de logement, et de réconcilier ainsi l'action en faveur du pouvoir d'achat et celle en faveur de la préservation de l'environnement. Mais pour réussir, nous aurons besoin de mobiliser l'ensemble de celles et de ceux qui concourent à la lutte contre la pauvreté. L'État doit pleinement jouer son rôle, mais il ne peut et il ne doit agir seul. Nous devons bien sûr agir avec les collectivités. En effet, si les compétences sociales sont largement décentralisées et si les politiques sociales se déploient pour beaucoup au niveau local, le pacte social, lui, engage l'ensemble de la nation. Ainsi, si l'État ne doit pas tout faire, il doit néanmoins agir en chef d'orchestre, garant de l'égalité de traitement entre l'ensemble des citoyens sur le territoire national et de l'atteinte d'objectifs partagés, contractualisés avec les collectivités. C'est pourquoi je crois que la voie contractuelle qui a prévalu depuis 2019, pour notamment structurer la relation entre l'État et les collectivités, doit être poursuivie, même si son cadre devra bien sûr être renouvelé et davantage encore animé au niveau national. Je souhaite donc que l'État, les collectivités, mais aussi les organismes de sécurité sociale et les associations puissent se retrouver d'ici à la fin de l'année autour d'un pacte des solidarités qui nous permettra de partager des objectifs, des orientations stratégiques et un cadre d'action commun pour l'ensemble du quinquennat. Le pacte des solidarités, j'aurai prochainement l'occasion de m'exprimer pour en préciser le cadre. C'est un appel que je lance dès à présent
à toutes les bonnes volontés à dresser ensemble, d'ici à la fin de l'année, le plan de bataille que nous livrerons ensemble dans les 5 ans qui viennent contre la pauvreté sous toutes ses formes. Ce serait ainsi, à mon sens, la meilleure manière de relever ce défi qui nous est posé de l'exercice de cette responsabilité commune et partagée. Je crois enfin, bien sûr, aussi à l'importance de la société civile, de l'engagement sociétal des entreprises, à la vitalité du monde associatif, comme à la force de l'engagement bénévole. La politique de lutte contre la pauvreté doit conforter ces dynamiques citoyennes pour créer de véritables alliances locales pour la solidarité et de larges coalitions d'acteurs. C'est la meilleure manière, selon moi, de jeter des ponts entre des champs d'action qui s'adressent trop souvent aux mêmes personnes sans pour autant se connaître. À ce titre, l'action que vous menez à la croisée entre insertion et hébergement-logement me semble indiquer le chemin que nous devons suivre et faire grandir à l'avenir. Je vous remercie pour tout cela. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de journée et je souhaite à l'association Convergence ainsi qu'à chacun de ses salariés une très bonne continuation et un très bel avenir. Merci.